Bienvenue chers internautes sur Citoyen Info TV et sur Code Bain. Et nous recevons dans votre émission le point Firmin Teko Abo. Il est journaliste chroniqueur politique. Avec lui, nous décryptons les grands sujets de l'actualité socio-politique du pays. Firmin Teko Abo, bonjour. Bonjour Edokan, merci de m'avoir invité. Merci de toujours accepter notre invitation. Firmin Teko Abo a l'affiche de l'actualité, des grands sujets bien sûr, de l'actualité socio-politique du pays. Et cette semaine, c'est le retour empêché de François Essor Akila Bokor, qui a été donc colonel de l'armée togolaise. François Essor Akila est resté en exil pendant 14 ans. Son retour, dit-on, a été négocié, toutes les conditions ont été réunies pour qu'il rentre au pays, mais malheureusement, François Akila Essor Bokor ne rentrera pas au Togo. Merci pour cette question. Par rapport à cette affaire, François Akila Essor Bokor, moi je ne voudrais pas dire grand-chose, dans la mesure où je considère tout ce qui se passe comme une manipulation. Parce que quand ça va comme ça, chacun parle, on parle d'élection, on parle de ceci et cela. Moi, je considère tout cela comme une certaine manipulation. On veut juste manipuler l'opinion. Qui manipule finalement? Je ne sais pas. C'est les informations qui manipulent. Tout ça, c'est François Bokor, ou soit qui. Parce que jusqu'à présent, le pouvoir ne parle pas. Jusqu'à présent, le pouvoir ne parle pas. Donc, je considère que c'est François Bokor, peut-être ses avocats qui manipulent. Du moment où ils vont sur les médias et avec tout ce qui s'organise, moi je considère que tout ça là c'est de la manipulation. Parce qu'au fond, il n'y a rien. Quand vous voyez le fond du sujet, il n'y a pratiquement rien. Si François Akila Essor Bokor voudrait rentrer au Togo, bon, qu'il prenne toutes les dispositions et que son retour soit possible, et puis on va passer à autre chose. Moi je ne pense pas qu'il y ait quelque chose là où tout le monde va s'y approcher et débiter des choses. Pour moi, il n'y a pas d'info à ce niveau-là. C'est de la manipulation. Parce que vous savez, il y a eu ce genre de cas dans ce pays. Il y a le cas Biteniwe, que tout le monde connaît, qui a vécu en exil, mais qui est rentré sans tambour battant. Il y a le camp Jean Yovi Dekli qui a quitté le Togo dans les années 90, dans des conditions vraiment difficiles, mais qui est revenu au pays sans être inquiété. Sans être inquiété. Donc moi, il n'y a pas grand-chose. Donc ceux-là sont la camp Jean Yovi Dekli est là, le colonel Biteniwe là, donc chacun est dans son coin et fait ce qu'il peut faire. Donc je ne pense pas qu'il y ait assez de visibilité ou assez d'informations où on va épiloguer sur le sujet. Firmin Teko Abo, François Akila Essor Bokor revient au Togo en tant qu'opposant, revient au Togo et en tant que ce monsieur qui a longtemps et qui reste comme un conseiller de l'opposition togolaise. Ne pensez-vous pas que cela pourrait inquiéter, surtout que d'aucuns évoquent sa prétendue candidature pour 2020? Non, vous savez, François Akila Essor Bokor pourra être candidat s'il le souhaite. Il est togolais. Mais parler d'opposants face au régime que lui-même a servi, moi, sans le faire, vous savez, je suis né au Togo, j'ai grandi au Togo, je vis au Togo et je vois un peu comment la politique togolaise se fait. Et j'apprends de la vie aussi. Vous savez, quand vous êtes dans une maison, où je prends les choses de la façon la plus simple. Peut-être je suis ami avec quelqu'un et on a fait beaucoup de choses ensemble. Et si du jour au lendemain, je ne suis plus d'accord avec ce que nous faisons dans le cadre de notre amitié, je dis à mon ami, je ne veux plus continuer la marche. Ou soit sur certaines choses, je veux m'en abstenir. Je ne veux plus. Et si l'ami est d'accord, oui, il va accepter. Mais s'il n'est pas d'accord, je me retire et je me tais. Mais je ne vais pas aller, parce que je ne suis pas d'accord, je ne vais pas aller sur tous les toits, aller dire que
mon ami faisait ceci, mon ami faisait cela, mon ami faisait ci, ça. Pour moi, cela relève d'un petit manque de sagesse. Qu'est-ce que je veux essayer de démontrer? François Akila Essa Bokor a été au sein du système. Il est un enfant du système, il a travaillé pendant longtemps dans le système, c'est le système qui l'a fait. Donc, si il n'est plus d'accord, il est arrivé au moment où il n'était plus d'accord avec le système, soit il va voir les patrons du système, il rend sa démission et il se tait. Le fait de venir dire, de peindre en noir ce système qui lui a servi et aujourd'hui encore de continuer à peindre en noir ce système, moi je pense que ce n'est pas un truc qui doit influencer l'opinion. Sur ce point, je pense qu'il veut manipuler. Mais en fait, il le fait pourquoi? Regardez par exemple, c'est comme c'est la même posture avec Agboumé Kodjo. Agboumé Kodjo aussi au départ a quitté le système en 2002. Il est revenu et il critiquait le système. En opposant farouche. En opposant farouche. Des choses comme ça ne sert pas trop. Si vous n'êtes plus d'accord avec un système, vous sortez soit vous dites, vous sortez du système, mais le fait de venir dire, c'est ce qu'on faisait dans le système, c'est ce qu'on faisait, pour moi, c'est un manque de sagesse. Plus personne n'aura confiance en vous. Plus personne n'aura confiance en vous. Soit vous voulez travailler avec le système. Le jour où vous n'êtes plus d'accord avec ce système, vous dites aux responsables du système, nous ne sommes plus d'accord avec le parti, on se retire et vous vous taisez. Mais le fait de venir dire à tout le monde que c'est ce qu'on faisait dans le système, est-ce qu'il se faisait, est-ce que c'est ça, pour moi, c'est un manque de sagesse. Et quand vous le faites, je ne vois pas de la sincérité derrière ça, mais je vois plutôt une certaine manipulation. Parce que je vois François Bokor qui écrit sur son Twitter que ce qui se passe relève indigne de la part des autorités de Blaise. Pour moi, quand on écrit comme ça, je me demande si c'est aujourd'hui savoir que ce que le système fait indigne. C'est la question que je me pose. Oui, et puis Firmin Tekou Agbo, selon les informations qui ont circulé cette semaine, tout a été négocié pour que François Bokor rentre en toute tranquillité, en toute quiétude au Togo. Oui. Avec le pouvoir de forme. Oui, si cela est négocié, pourquoi il n'est pas encore rentré? C'est la question qu'on se pose. Nous avons, il y a une réaction de la présidence de la République, une réaction qui est relative à un problème des règles liées aux règles d'immigration. Donc sur ce point, c'est tout à fait normal. S'il y a un problème, c'est comme ça, jusqu'à présent, c'est ce que le pouvoir a dit, c'est un problème qui est lié aux règles d'immigration. Donc je pense qu'il revient à François Akila Essa Bokor d'essayer de régler ce problème-là et de rentrer en toute tranquillité au Togo. Moi, je voudrais juste faire observer deux choses. La première chose, c'est que je prends le cas Agboumé Kodjo. Agboumé Kodjo, qui a été un membre du système, et à un moment donné, n'était plus d'accord avec le système. Il est revenu de quand on disait à l'époque que c'était lui qui était le défunt des Adema, c'était lui qui allait succéder au général en 2003. Il est parti, il est revenu en opposant farouche et il s'est déclaré candidat à un moment donné. François Akila Essa Bokor, si lui aussi, à l'époque, il était militaire et il n'avait aucune ambition, peut-être, aujourd'hui, il rentre avec toute cette ambition, avec tout un parcours, tout un discours teinté d'opposants, tout un discours teinté de candidats, de prétendus candidats à la présidentielle de 2020. Et il ne rentre pas pour dire non, moi je veux rentrer juste normalement. S'il y a quelque chose à faire pour contribuer au développement du pays, je vais le faire. Mais le fait de rentrer en opposant un homme politique, moi sur ce point ça me fait réfléchir. C'est là où je dis peut-être qu'il y aurait des zones d'ombre par rapport à son départ ou par rapport à son annonce, à sa sortie de 2005. Pour moi, avec tout ce qui se passe, je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop clair dans la démarche de François Akila Essa Bokor. Eh bien, il faut mettre trop à beau. Surprise de certains l'appellent ainsi, c'est la présence de Hadi Ducar à la Commission électorale nationale indépendante, quand on sait qu'il y a quelques mois, ces partis politiques au sein de la coalition, les 14 partis
politique, la C14 comme on l'appelle, ces partis politiques s'opposaient à leur entrée à la CENI. Ces partis politiques ont boycotté d'ailleurs les législatives du 20 décembre 2018. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait motiver l'ADI et le CAR à rentrer à la CENI? La donne a-t-elle changé? Oui, la donne a véritablement changé. Dans quoi? Dans la mesure où on se rend compte que les responsables de ces partis dont vous voulez faire mention se sont un peu plus assagis en suivant l'évolution du temps. Ils se sont abstenus de participer à aux législatives du 20 décembre en évoquant un certain nombre de raisons. Et aujourd'hui, il n'y a même pas eu de manifestation, il n'y a rien eu pratiquement. Ils vont rencontrer le chef de l'État et du jour au lendemain, on les voit à la CENI. Ah, je me dis bravo, c'est comme les gens ont mûri. Ils auraient adopté peut-être cette démarche-là en 2018. Ils seraient aujourd'hui au Parlement et peut-être ils seraient au gouvernement. Mais ils n'ont pas adopté cette démarche. Ça veut dire simplement qu'ils sont en train de regretter la posture qu'ils ont adoptée en 2018. C'est pour moi, ils sont en train de regretter que pour moi, ils se disent peut-être qu'ils ont commis une certaine erreur, peut-être une erreur. Sous l'effet du collectif. Oui, sous l'effet du collectif. De la masse. De la masse, sous l'effet des discours qu'il y avait au sein de cette coalition-là. Ils se sont dit, on a commis des erreurs maintenant, il faut arriver à se rattraper, c'est ça? Oui, se racheter, c'est ça? Se racheter pour ne plus évoluer dans l'erreur. Parce qu'on dit, il y a une expression juridique, une expression de droit qui dit l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Donc ils se sont dit, on a commis une erreur et aujourd'hui, il faut corriger cette erreur-là. Pour moi, vous savez, on le dit toujours, la C14, l'alliance contre nature, ça ne doit pas durer. Quand ça dure trop, ça ne marche pas. C'est-à-dire vous vous mettez un regroupement pour juste un objectif. Lorsque l'objectif n'est pas atteint, vous vous disloquez. Sinon, vous n'allez jamais réussir par vous entendre. Parce que c'est plusieurs courants, plusieurs idéologies, ça ne marchera pas. Parce que l'autre chose qu'il faudrait ajouter, c'est que, vous savez, on a toujours considéré le CAR comme un parti qui a toujours fonctionné avec plus de méthodes. Le CAR, Maître Agboueba, a toujours été tellement méthodique. Le CAR, c'est quoi? C'est dialogue, négociation, pression, dialogue ou négociation. Donc, ça a toujours été, pour ça, le CAR a toujours évolué comme ça. A dit aussi, ce n'est pas une partie populiste. Aujourd'hui, ils se remettent en quelque sorte dans leur posture d'antan. L'indépendance retrouvée. L'indépendance retrouvée. Donc, ils vont fonctionner normalement comme ils l'ont toujours fait. Donc, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un événement, c'est juste dire qu'ils sont en train de corriger leurs erreurs. Mais, n'oubliez pas, ils étaient dans un mouvement. Ils vont faire beaucoup de nerveux, beaucoup de mécontents. Oui, à la CENI, malheureusement, l'ANC, qui est l'Alliance nationale de changement, n'est pas à cette CENI, a dit le cas, ils sont. Est-ce que ces partis politiques de la coalition représenteront valablement, disons, cet ensemble qui a existé, la C14 aujourd'hui? Vous voulez parler de qui? De l'ADI et du CAR. Est-ce que ces partis pourraient représenter, pourraient aider à ce que l'ANC aussi puisse se dire confiante en ce processus? Non, confiant, qu'il soit confiant ou pas, le processus va évoluer. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de confiance. Parce qu'ils n'auront jamais cette confiance-là. Parce que c'est deux blocs, le pouvoir et l'opposition, c'est deux blocs antagonistes. Il n'y a toujours pas confiance entre les deux blocs. Donc que ce soit, parce que tout d'abord, l'ANC n'a jamais eu confiance ou ne s'est jamais retrouvé dans les méthodes
du CAR, l'ANC a toujours évolué de façon populiste et s'est toujours mise dans une posture d'ange qui ne traite pas ou qui ne négocie pas avec le diable. C'est ça l'ANC. Donc, s'il y a quelqu'un qui participe déjà à quelque chose que le pouvoir a enclenché, l'ANC considère ça comme quelque chose qui n'est pas bien. Donc, d'ailleurs, certains leaders de la C14 ont souligné que le CAR n'ont jamais dit qu'ils allaient participer à la Commission électorale nationale indépendante, que c'était pour une surprise. Oui, c'est ça. Ça montre à quel point l'entente avait quitté cette barque. Ils ne s'entendaient plus, ils ne se comprenaient plus. Ça montre à quel point il y avait une coalition qui était physique. C'est comme Fulbert Artichaut qui le dit toujours, qui le disait sur les médias, qui avait une coalition qui était... De corps, mais pas d'esprit. De corps, mais pas d'esprit. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre, parce qu'il n'y avait pas, on l'a déjà dit dans cette émission, il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas d'objectif. Ils ne savaient même pas là où ils allaient. C'est des discours catégoriquement opposés, des discours qui ne pouvaient mener nulle part. Donc, l'ANC où le CAR il a dit, savent pertinemment que le jour où ils diront à l'ANC qu'ils vont participer à l'organisation des élections à venir, c'est-à-dire par rapport à la CENI, l'ANC va s'y opposer catégoriquement. Donc ils se sont dit, il ne faut plus perdre de temps, nous avons commis des erreurs par le passé, il faut rectifier cela, il faut permettre au pays d'avancer. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que des Togolais participent à cette élection, à ce processus-là. Il y a l'UNIR, il y a l'ANC, il y a l'ADI, il y a l'UEPS, il y a le CAR, il y a l'ADI, il y a l'UFC. Donc je pense que c'est un bon début pour ce processus-là. S'il y a l'ANC qui ne veut pas, c'est leur problème. Eux-mêmes, ils trouvent ça intéressant comme cela. Mais je voudrais ajouter que, vous savez, l'ANC, quoi qu'on puisse dire, il représente une partie de l'opposition, une partie des Togolais. Aujourd'hui, ils ne sont pas à la CENI. Aujourd'hui, ils ne sont pas à l'Assemblée non plus. Ils ne sont pas à l'Assemblée non plus, ils ne sont pas au gouvernement. Je me dis que c'est un mauvais calcul qui n'arrange pas au fait leurs militants, qui n'arrange pas au fait leurs membres. Ce n'est pas une bonne chose dans la mesure où plusieurs Togolais se retrouvent en eux. Il faudrait aussi qu'eux aussi, qu'ils participent à la gestion du pouvoir, qu'ils participent ou qu'ils exercent un pan du pouvoir, là, donc ça arrangera peut-être leurs militants. En se disant non à tout, je pense qu'ils perdent de crédit, ils perdent en termes de crédibilité, ils perdent en termes de ressources, parce que tout d'abord, ils vont s'appauvrir avec le temps. Qu'est-ce qui fait la richesse d'un parti, ou qu'est-ce qui fait peut-être la fortune d'un parti? C'est par soit vous êtes au gouvernement, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes présent dans les institutions, vous avez des ressources institutionnelles qui permettent d'alimenter les caisses du parti. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Vous allez vivre comment? Vous allez faire quelle affaire? Vous allez vivre comment pour avoir de l'argent? Vous allez vivre comment pour pouvoir aider le parti à fonctionner? Sur ce point-là, je leur demande de revoir leur copie pour être présent dans les instances du pays. Et le cas, c'est pour bientôt. L'ANC pourrait se rattraper à ces élections locales. L'ANC va se rattraper juste en participant à ces locales. Elle va se rattraper comment? Je me demande si elle va se rattraper comment. L'ANC, si elle ne fait pas attention, même si l'esprit Ablodé est toujours là, avec JP, vous savez, il y a trois esprits Ablodé. Si on fait bien le calcul, il y a l'esprit Ablodé avec J.P. Soluk, avec l'UFC. Il y a l'esprit Ablodé avec les démocrates de Nicodème Abia. Il y a l'esprit Ablodé avec l'ANC. Mais je me dis, avec cette posture qu'adopte l'ANC risque de disparaître un jour. Si elle continue comme ça, elle va disparaître. Elle va perdre de poids parce que qu'est-ce qui fait la fierté d'un parti? C'est la première des choses, au-delà de l'idéologie, au-delà du courant politique, c'est les ressources. Il faut que vous ayez assez de ressources pour alimenter cette
idéologiques pour alimenter ce courant politique-là. Du moment où vous manquez de ressources, vous n'avez plus rien, je pense que vous allez disparaître. Je pense qu'il y a peut-être que ce parti-là va essayer de réfléchir ou d'organiser des jeux de réflexion pour corriger un peu ce qui n'a pas marché et pour penser véritablement au développement du pays. Parce que ce parti-là, je ne pense pas que ce parti-là soit véritablement démocratique. En parlant de ressources, Patrick Lawson disait sur une antenne cette semaine que s'ils arrivaient à avoir 1 milliard de francs CFA, ils pourraient conquérir le pouvoir, renverser le pouvoir de Faure Gnassingbé en 2 semaines. Vous savez, ce que j'ai lu, ce qu'ils ont dit à ce niveau-là, je pense que c'est un peu grave. C'est grave dans la mesure où... Est-ce que c'était à dire publiquement? Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il fallait le dire publiquement? En le disant, vous citez les jeunes. S'ils disent, par exemple, si peut-être nous sommes à la veille des élections présidentielles, où nous sommes à 2 semaines, et ils tenaient de ces propos, je pense que ça va être un peu compris. Mais du moment où nous sommes en 2019 et 2020, c'est l'année prochaine, et dit cela me paraît incompris. Et de plus, en sortant de telles déclarations, il vous serait difficile d'avoir de l'argent. Quand vous dites à votre adversaire qui est au pouvoir, qui maîtrise tout, vous lui dites que vous avez juste besoin d'argent, est-ce que votre adversaire pourrait vous permettre d'avoir de l'argent? Puisque votre adversaire, c'est lui qui dirige le pouvoir. Et vous lui dites que, vous savez, moi j'ai besoin de telle somme pour faire quitter le pouvoir. Est-ce que votre adversaire va vous permettre d'avoir de l'argent? Est-ce que votre adversaire qui contrôle tout dans le pays? Votre adversaire pourra vous permettre de trouver ces sous-là pour conquérir le pouvoir un jour. Donc sur ce point-là, moi je dirais simplement que l'ANC doit changer de méthode. L'ANC doit changer de méthode si elle veut un jour arriver au pouvoir, conquérir le pouvoir et l'exercer. L'ANC doit changer véritablement de méthode. Sinon, elle va juste passer toute sa vie dans l'opposition et il lui sera difficile avec son courant de parvenir à conquérir le pouvoir. Vous savez, cette tendance populiste-là, ce n'est pas, ça peut marcher, ça pouvait marcher peut-être dans les années 60. Vous savez, regardez, la tendance populiste, c'était cette tendance-là qu'incarnait Sylvanus Olympio. Olympia pour le pouvoir, il a fait combien de temps? Olympia pour le pouvoir, il n'a même pas fait 3 ans. Il est parti. Ça veut dire que cette tendance a des défiances. Le populisme, ça a des différences. Ça ne marche pas toujours. Le populisme qui est en train d'évoluer aujourd'hui dans le monde, le populisme qui est en train d'évoluer aujourd'hui dans le monde entier, ce n'est pas ça l'ANC. Ce n'est pas ce que développe l'ANC. Le populisme qui évolue aujourd'hui dans le monde avec le président, avec Trump, avec le président brésilien, avec ce qui se passe en Europe, ce n'est pas ce populisme-là que développe l'ANC. Le populisme que développe l'ANC, c'est le populisme des années 60. Or, le populisme aujourd'hui a beaucoup évolué. Si l'ANC veut un jour conquérir le pouvoir, il va falloir qu'il revoie sa méthode, qu'il revoie son idéologie, qu'il réactualise son idéologie par rapport aux réalités modernes. Sinon, ça va lui être difficile de conquérir le pouvoir. Ça là, c'est un discours des années 60, c'est un discours qui va être beaucoup plus rétrograde. Deuxième partie de votre émission, le point avec Firmin Teko Abo, journaliste chroniqueur politique. Firmin Teko Abo, au regard de tout ce que vous avez analysé, au regard des faits politiques qui jonchent la vie politique de ce pays, la grande question qu'on se pose quand on sait que depuis 30 ans, cette opposition n'est pas arrivée à conquérir le pouvoir. Beaucoup estiment, certains leaders estiment aujourd'hui qu'il leur faut assez de ressources financières pour pouvoir conquérir ce pouvoir. La question que l'on se pose est celle de savoir quelle est cette opposition avec laquelle le Togo pourrait arriver à avoir de l'alternance. Quelle opposition pour l'alternance politique au Togo? L'opposition dont le Togo a besoin pour conquérir le pouvoir, le Togo ne l'a pas encore. Le Togo ne l'a pas. Le Togo n'a pas encore une opposition qui puisse lui permettre
de contribuer à l'alternance. Le Togo n'a pas, c'est-à-dire le Togo a passé 20 ans pour ne rien faire en termes d'opposition. 30 ans, les gens les ont pris juste pour se quereller, juste pour développer un certain activisme et non pour développer une opposition politique. 30 ans, les Togolais n'ont rien fait en termes de construction d'opposition. Quand on parle de construction d'opposition, c'est la construction de cette alternative crédible-là, capable de succéder au régime en place et d'exercer le pouvoir mieux que le régime qui est en place. Quelle opposition aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut... La vieille classe, elle est en train de partir. C'est une très bonne chose pour la vie politique du Togo. Il faut maintenant qu'il y ait l'émergence d'autres jeunes, qu'on arrive à former des gens, qu'on arrive à injecter de l'argent dans la formation politique, qu'on arrive à injecter de l'argent dans la formation où il y aura plusieurs jeunes qui émergeront, qui vont constituer véritablement cette opposition-là. Sinon, à cette allure-là, je pense qu'on va encore faire 30 ans, mais il n'y aura jamais d'opposition véritable face au régime, au pouvoir. Vous imaginez, du moment où il n'y aura pas cette opposition en face du régime, de la même manière, il faut savoir que le régime là va toujours passer tout son temps au pouvoir. Ça va être difficile. Quelle opposition aujourd'hui? Il y a quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Jikri Solupe, qui est aujourd'hui chef de file de l'opposition, peut, à mon sens, contribuer à avoir autour de lui des partis d'opposition pour créer une maison d'opposition, pour créer une certaine opposition, mais qui sera capable de négocier avec le régime en place. À ce niveau, on peut réussir à avoir l'alternance d'une manière ou d'une autre. Mais dans les conditions actuelles, s'il va falloir avoir une opposition véritable, si on veut faire appliquer la démocratie électorale, le pouvoir va toujours gagner. Je repense que je discute est grave. Si les Togolais veulent faire, dans les conditions actuelles, si les Togolais veulent faire appliquer la démocratie électorale, le pouvoir qui est actuellement là, le régime qui est actuellement au pouvoir, qui a tout pour gagner une élection, va toujours gagner et l'alternance sera très loin. Donc, ce que je souhaite ou je suggère, c'est que si les Togolais veulent l'alternance, comme on a toujours dit, que les Togolais négocient l'alternance. Ou soit, s'ils ne veulent pas négocier l'alternance, qu'on contribue à construire, qu'on reprenne tout à zéro, qu'on réussisse à construire une véritable opposition capable de faire face au régime et de contribuer à l'alternance. C'est vrai que quoi, beau, ce compromis que vous souhaitez, cette négociation que vous souhaitez peut-être à la congolaise, à la tshisekidienne, peut-être comprise par certains observateurs comme une trahison. Non, vous savez ce qui s'est passé au Congo démocratique. Moi, je ne dis pas, je n'aime pas comparer ce genre de choses à l'histoire du Togo. Parce que la situation politique togolaise est tellement compliquée. Vous imaginez, le jeune Kabila, il est arrivé au pouvoir, après 2000, il est arrivé en janvier 2001. Aujourd'hui, 17 ans ou 18 ans au pouvoir, pas grand chose. Je vous dis, ce régime-là est là, au pouvoir, depuis plus de 50 ans. Et le régime est assis comment? Ne comparez pas les deux. Si vous voulez comparer, nous allons faire une petite comparaison. Regardez, ce régime est là. Le papa est arrivé. Mais qu'est-ce qui a contribué à l'enracinement du papa? C'est les querelles. C'est depuis la base, c'est les querelles, l'ethnocentrisme, le métissage, comment on peut le dire, la couleur de peau. D'aucuns disent, c'est nous les métis, c'est nous qui sommes plus intelligents que les autres. Donc ce sont des choses qui ont détruit l'opposition et parallèlement qui ont contribué à l'enracinement du système en place. Par contre, quand vous voyez le pays de Kabila, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Donc la situation peut être facilement décantée. Ici,
il y a tellement de rancœur. Ici, il y a tellement de haine. Ici, il y a tellement l'esprit de revanche, l'esprit de règlement de compte. Donc, on ne peut pas comparer. Qui cherche des considérations d'ordre régionaliste. D'autres régionalistes. Au Congo démocratique, on peut facilement pardonner. Ici, on montre qu'on ne peut pas pardonner. Ici, on tient encore des discours des années 60. Donc, ça ne peut pas marcher facilement comme ça. Ça peut marcher si des gens se disent, on oublie tout, on va voir, on se met autour de Jésus Olympio, on réactualise son accord RPT-UFC et on peut aboutir à quelque chose. Sinon, ce qui s'est passé là, où le chef de l'État va appeler son opposant et conclure un deal avec lui, ici ça ne peut pas se faire. Ici, ça ne peut pas se faire. Parce qu'il n'y a pas confiance. Le système, c'est qu'en face, il n'y a pas d'homme sérieux politiquement. Le système, c'est qu'en face, ceux qui doivent constituer une alternative crédible ne le sont pas. Donc, on ne peut rien négocier avec, sauf si on réactualise de façon sérieuse l'accord avec le TFC. Pendant que certains leaders disent chercher les moyens nécessaires, surtout financiers, pour pouvoir conquérir le pouvoir, Fone Yacine, lui, il est entre deux avions, il cherche donc les moyens financiers très colossaux d'ailleurs pour pouvoir financer le plan national de développement. Après Kigali, il est aujourd'hui en Afrique du Sud, Pretoria, toujours dans le cadre du financement de la recherche de fonds pour le plan national de développement. Fone Yacine, plus ambitieux et aujourd'hui qu'il est. Oui, je pense que ce que Fone Yacine fait dans l'intérêt des Togolais, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Quand on va voir les investisseurs, et on leur présente le plan, le meilleur projet du moment du pays, et on vient, l'intérêt c'est quoi? C'est d'avoir des investisseurs. Et si ces investisseurs viennent créer de l'emploi, je pense que c'est le Togo qui gagne, c'est le PND qui se met en marche, qui se met à exécution. Moi, c'est une bonne chose, mais ce que je voudrais, c'est que je voudrais voir ces investisseurs-là qui viennent. Parce que tout ça là, si le président fait des démarches, le président fait des voyages, c'est bien tout ça. Mais il faudrait qu'on voit du concret dans la demande. Oui, du concret. Oui, on dit les investisseurs ont donné leur accord, il y a des investisseurs qui ont donné leur accord pour venir. Il y a des investisseurs qui ont donné leur accord pour venir investir au Togo. C'est une très bonne chose. S'ils viennent investir au Togo, c'est à la matière du peuple togolais. Mais ce que je voudrais aussi, c'est qu'on ait du concret, que ces investisseurs se disent, ou d'ici 6 mois, d'ici 1 an, qu'on voit ces investisseurs, qu'ils viennent et qu'on nous dise que peut-être à Bassa, il y a une usine qui a été montée là, c'est un Sud-Africain qui est arrivé, ou un Rwandais, ou un Européen, ou un Américain qui est venu à Tchégué, qui est venu avec ce qu'il a fait, le problème d'eau est résolu, ou qui est un peu à Kara, on a trouvé un mécanisme faramineux pour développer l'agriculture, même en saison sèche. Donc, où à Dapan, il y a des entreprises qui ont été montées pour fabriquer des plastiques, pour fabriquer des bassines, pour fabriquer ceci et cela, ou qu'il y a des gens qui sont venus pour investir dans l'éducation des jeunes filles. Moi, si j'arrive à voir ça, moi je dis que je dirais bravo au président de la République. Pour le moment, nous sommes qu'à la première phase. Le président est chef des investisseurs. Mais ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est qu'on voit du concret, qu'on voit qu'on a en 6 mois ou en 1 an, on a réussi à avoir sur le territoire togolais 10 investisseurs et qui ont créé peut-être 2000 emplois, 3000 emplois en 1 an, en 2 ans. C'est ce qu'on souhaite. Surtout que le deadline du PND, c'est 2022. C'est 2022. Donc il y a tellement de choses. Il faut que le président s'empresse, qu'il y ait beaucoup plus de travail, qu'il arrive à mobiliser beaucoup plus son équipe et qu'on voit du concret. Parce que, vous savez, le président, sa responsabilité est grande. Sa responsabilité vis-à-vis du peuple togolais est tellement grande. Parce qu'il y a eu beaucoup de projets et auxquels beaucoup de Togolais n'ont pas adhéré.
Parce qu'il y a une crise de confiance, on dit c'est un projet de plus et tout ça. Lui-même a dit ce n'est pas un projet de plus ou ce n'est pas un plan de plus. Alors c'est le moment de le prouver. Que le président arrive à prouver ça. Que, peuple togolais, cette fois-ci, ça là va marcher. Ce projet-là, ce plan-là va marcher. Croyez en moi, je vous donne toute la garantie. Il y aura de la transparence, il y aura de la reddition des comptes, il y aura la critique des résultats. Je vous prouverai que ce que j'ai dit est vrai. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. L'autre chose, par rapport à ce que vous avez demandé, s'il faut Gnassingbé, le président togolais est beaucoup plus ambitieux par rapport à ces premières années. Oui, je plus dirais ambitieux aujourd'hui qu'hier. Oui. Et ce qui étonne, c'est à quelques années de la fin de son troisième mandat. Oui, pour répondre à ce niveau-là, vous savez, ce qu'il fait au-delà de tout, il y a une ambition politique, il y a une manipulation politique. Le président de la République, c'est un politicien. Mais il est comptable devant le peuple. Oui, il est comptable devant le peuple. C'est ça ce que je dis. Quand il bouge aujourd'hui beaucoup plus, bien sûr, ça coïncide avec le PND et son lancement, mais ici, un profil politique. Il est le président de UNI. Il y a son parti qui le positionne déjà comme candidat en 2020. Le congrès officiel ne l'a pas encore désigné. Le congrès ne l'a pas encore désigné, mais son parti le désigne déjà. Donc, politiquement, il faut qu'il mette à sa disposition tous les millions que, oui, je suis en train de faire un travail et vous devez, s'il a donné un peu, je me positionne, alors vous votez pour moi. Voilà, ça c'est l'objet politique. Mais l'autre chose, c'est que les premières années de Faure Gnassingbé lui ont été très difficiles. Il faut le reconnaître. 5 ans, vous venez au pouvoir, 39 ans, à 39 ans. Votre père, qui a été un dictateur, qui a dirigé le pays avec une main de fer, et qui vous remet, ou qui meurt, et vous prenez le pays, un pays où tout le monde vous a quitté, le FMI, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods vous ont quitté, l'Union européenne qui quitte. Vous prenez un pays comme ça où tous les indicateurs sont au rouge, avec une dette colossale, si c'est difficile. Donc les 5 premières années ne vont pas vous être utiles, ne vont pas vous être tellement utiles. Vous allez juste travailler. Et on a vu ce que ça a donné. Maintenant, de 2010, oui, 2005 à 2010, et là, 2010 à 2015, oui, ça a permis aussi peut-être de réconcilier les Togolais. De réconcilier, parce que d'une manière ou d'une autre. Puisque la question de la réconciliation se pose toujours. Ça a permis de lancer le processus de réconciliation, parce que la CPJ a été lancée en 2009, et ça a commencé son travail en 2011, on a vu toutes les audiences publiques que nous avons connues. Donc, ça a permis peut-être de lancer sur le terrain le processus de réconciliation. Maintenant, c'est 2010, 2015. Maintenant, 2015 à 2020, il a déclaré ce mandat social. Je suppose que c'est ce mandat-là, pendant ce mandat, qu'il va chercher beaucoup plus de moyens. Et il est, à la fin de son mandat, il faut qu'il présente aux Togolais en quoi ce mandat a été social. Est-ce que ce mandat-là a profité aux Togolais? Je pense que c'est pour cela qu'il est beaucoup plus ambitieux et c'est pour cela qu'il court beaucoup plus. Parce qu'il est beaucoup plus comptable. Au début de 2015, il a dit aux Togolais que le mandat sera beaucoup plus social. Et il ne pas soumettre quoi d'autre que ce mandat a été émaillé par des instabilités politiques. Oui, c'est là où les Togolais l'attendront. Parce que c'est la crise que les Togolais ont connue. La crise, son origine réelle, c'est le côté social. La plupart de ceux qui sortent, regardez, si on parle de réforme, ceux qui sortent là, ils gagnent quoi dans la réforme? Ceux qui sortent dans les rues, ils gagnent quoi dans la réforme? De façon directe. De façon directe. Ceux qui sortent à Baie, ceux qui sortent à Dapaon, ceux qui sortent à TDO, à Lomé, dans toutes les villes du Togo, ils gagnent quoi dans la réforme directement? Si ce n'est un avantage politique. Donc, la plupart de ceux qui sortent, c'est parce qu'ils mangent difficilement, c'est parce qu'ils mangent peut-être à peine 2 fois par jour, 1 fois par jour, c'est parce qu'ils ont toutes les difficultés pour se faire soigner, c'est parce qu'ils manquent d'argent pour aller à l'école, c'est parce que le panier de la ménagère est toujours menacé, c'est parce que ça ne va pas, c'est parce que dans les centres de santé, ça ne va pas, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'eau, il y a tellement de choses. Donc, comme je l'ai dit, les produits, les denrées alimentaires, les produits de première nécessité ne sont pas tellement accessibles. Donc, c'est ça qui a amplifié la crise de 2017. Alors, le président doit comprendre que le problème togolais, au-delà du critère politique, est beaucoup plus social. Donc, ce qu'il
qu'il est en train de développer aujourd'hui par rapport au PND, qui se mettent véritablement au travail et que les Togolais arrivent à manger un peu. On sait que la pauvreté ne va pas diminuer de 50 et quelques pourcents pour venir à 2%. Non, mais il faut qu'ils se mettent au travail pour que d'ici 2020, qu'il y ait de l'amélioration. Vous imaginez, vous savez, ces derniers mois, tout le monde crie depuis le début de l'année, tout le monde crie que ça ne va pas, ça ne va pas. C'est parce que l'argent ne circule pas dans le pays. Il faut qu'il trouve un mécanisme pour faire circuler l'argent dans le pays. Il faut que le président togolais trouve un mécanisme pour faire circuler l'argent dans le pays. Sinon, les Togolais vont toujours souffrir. Et sur le plan de la finance inclusive, deux nouveaux produits ont été lancés à Kara en fin de semaine. Oui, le produit qui ont été, c'est un projet d'assistance ou d'accès à la professionnalisation. Je pense que à ce niveau, le pouvoir est en train de faire l'effort. C'est une manière de faire circuler l'argent. Parce qu'au départ, au niveau du FNFI, si vous voulez monter une petite entreprise, vous avez la possibilité d'aller au FNFI et on vous prête 30 000 francs. Maintenant, avec son taux, bien sûr, son taux de remboursement, vous allez après vous rembourser. Maintenant, de 30 000 francs, l'État est en train d'évoluer à 600 000 francs. Ça veut dire, si vous arrivez à faire fructifier votre 30 000 francs et vous arrivez à monter vos petites entreprises, si vous avez maintenant besoin de 600 000 francs CFA, vous pouvez directement aller encore au niveau de l'État et l'État vous passe 600 000 francs. Je pense qu'il y avait une dame qui a essayé de témoigner à ce niveau-là, qu'aujourd'hui elle n'a plus besoin de 30 000 francs, elle n'a plus besoin du FNFI, elle cède sa place. Ça veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup d'engouement. Qu'est-ce que je veux développer à ce niveau? Dans les régions les plus reculées, des gens veulent entreprendre. Même ici à Lomé, des gens veulent entreprendre. Que l'État arrive à cibler tous ceux-là qui veulent entreprendre, qu'on injecte de l'argent, qu'on promeuve l'entrepreneuriat, qu'on injecte de l'argent dans la masse, qu'on permette à tout le monde d'avoir de l'argent, de faire tourner les petites entreprises, de faire circuler l'argent. C'est en cela qu'on peut faire évoluer la croissance. Sinon, si on garde l'argent et on ne fait pas sortir ça, il n'y aura pas la croissance. Le développement économique sera difficile. Donc je pense que ce qui est en train de se faire au niveau du FNFI, peut-être dans nos prochaines émissions, nous allons essayer de donner plus d'informations. Mais pour le moment, ce qui est en train de se faire, nous encourageons cela parce que c'est à cela qu'on peut atteindre l'objectif social lancé par le chef de l'État. Merci à vous, Frédéric Ekoardo. Merci beaucoup à Eli Goka de m'avoir invité. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Merci également à vous tous qui nous avez suivis sur vous avez suivi sur Citoyen Info TV. Merci au caméraman José Aragi. Merci à vous. On se donne rendez-vous le vendredi